Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle formation sur le réseau informatique. Nous allons parler aujourd'hui de la couche transport, le modèle OSI. Dans le modèle OSI, qu'on appelle ici la couche 4. Comme vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de la couche 3. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vous demande vivement d'aller suivre cette vidéo, parce que ces deux cours-là se ressemblent énormément. Donc, si vous trouvez qu'il y a un peu de bruit à côté, je tiens à m'excuser parce que voilà, aujourd'hui j'ai essayé d'enregistrer cette vidéo en plein jour. D'habitude, je le fais la nuit, mais parfois ce n'est pas du tout facile à chaque fois de travailler la nuit. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc comme je vous le disais, dans ce cours, je vais vous aider à comprendre encore, comme je le fais toujours, la couche transport dans le modèle OSI. Nous avons parlé que ça, c'est la quatrième couche, c'est-à-dire le niveau 4 du modèle OSI. Lui aussi qui joue vraiment un rôle fondamental, un rôle important dans la communication entre les applications sur des systèmes finaux distincts. Nous allons voir en quelque sorte quelles sont les principales fonctions en quelque sorte du modèle, c'est-à-dire de la couche transport. Dans la vie réelle, si nous parlons du transport, c'est quoi? C'est de transporter, par exemple, transporter des passagers, transporter de la marchandise. Vous avez vu? C'est-à-dire c'est de prendre quelque chose d'un point A et amener ça vers un point B. J'aime toujours prendre des exemples concrets pour qu'on essaie de sortir un tout petit peu de la vie informatique et prendre un exemple réel de la vie réelle et donner une explication par rapport à ça. Donc c'est la même chose encore ici au niveau de l'informatique, du réseau. Si nous parlons de la couche transport, c'est de pouvoir transporter. Ici, ce n'est pas de la marchandise, mais plutôt ça sert à quoi? Ça sert à du data, les données. C'est ça en fait. Retenez très bien, c'est ça. Son rôle, c'est de transporter les data d'un point A vers un point B. Est-ce que je me fais comprendre? Vous arrivez à comprendre quand même? Si vous comprenez ça, vous avez compris, disons, les 50% du cours d'aujourd'hui. Sans trop tarder, on va voir les fonctions de la couche transport. Il y a la segmentation et le rassemblage. On a parlé de ça avec la vidéo dernière. Nous avons parlé du contrôle de flux, flow control. J'ai mis en parenthèse en anglais, comment on appelle ça. Le contrôle d'erreur, il permet aussi de contrôler les différentes erreurs qui peuvent surgir, qui peuvent arriver dans la communication entre les applications de transport. Le multiplexage. Et on va parler de l'adressage aussi. Et maintenant de l'établissement, la gestion et l'opération de la connexion. Si nous commençons par le premier point qu'on appelle ici de la segmentation et du rassemblage, je ne vais pas trop durer sur ça. Lui aussi permet de diviser les données en segments plus petits avant de les transmettre sur le réseau. Comme on avait parlé aussi sur la couche 3 du modèle OSI, lui aussi, il va essayer de faire ça. Avant de faire passer des données volumineuses, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'essayer d'abord de faire de la segmentation. Je vous ramène sur cette vidéo pour encore aller réécouter, suivre ces explications que j'ai eu à faire la semaine passée. Cela permet une gestion plus efficace des données, notamment lorsque les données sont volumineuses qui doivent être transportées. Comprenez que lorsque vous avez des marchandises, vous avez 20 sacs ici, vous ne pouvez pas les envoyer un à un. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est d'essayer de les diviser, de les scinder. Est-ce que c'est bon? D'accord. Si vous n'êtes pas convaincu, encore restez jusqu'à la fin. On va parler du contrôle de flux.
Qu'est-ce que cela veut dire? Le contrôle de flux, c'est-à-dire la couche transport, met en œuvre des mécanismes de contrôle de flux pour réguler le flux de données entre l'émetteur et le récepteur. Cela évite la congestion du réseau. Cela évite, si je peux encore me permettre de le dire, la congestion, c'est le bouclage du réseau. Ok? Donc ici, à ce niveau-là aussi, il permet d'éviter la congestion en ajustant la vitesse à laquelle les données sont envoyées. Ok? Voilà, donc en quelque sorte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de réguler la vitesse de transmission. Il va gérer ce qu'on appelle aussi le tampon. Il va gérer ce qu'on appelle l'accusé de réception. Et on parlera aussi de fenêtre de transmission de la réaction dynamique. Si nous parlons par exemple de la régulation, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, à ce niveau-là, le contrôle de flux, l'émetteur et le récepteur conviennent d'une vitesse de transmission appropriée pour la communication. Le contrôle de flux s'assure que l'émetteur n'envoie pas les données à une vitesse supérieure à celle que le récepteur peut traiter. Quand j'essaie, par exemple, nous deux, je suis là avec une autre personne, je suis là avec Grace, par exemple, on est en train de parler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord m'assurer que la communication que je vais lui envoyer, il est en mesure de le traiter en fonction de la transmission, de ma communication. Vous avez vu? On essaie d'abord d'établir un cadre de communication. Quand je parle, tu m'écoutes. Et l'autre aussi, il va parler, toi aussi, tu écoutes. Cela veut dire que moi, je ne veux pas lui dire, je ne veux pas parler aussi trop rapidement, de telle manière, il ne pourra rien comprendre pour me répondre. C'est la même manière, c'est-à-dire c'est la même technique encore ici. Ils essayent en fait de se convenir à une vitesse de transmission appropriée pour que le récepteur et l'émetteur puissent se comprendre. C'est ce qu'on appelle ici, cela va éviter quoi? La perte de données et la congestion du réseau. Si il ne fait qu'envoyer, donc cela veut dire que le récepteur ne pourra pas traiter les demandes, ne pourra pas traiter les données en temps réel. Et cela donnera quoi? Ce qu'on appelle une perte de données ou bien on dit que le réseau peut être aussi saturé. Ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle le buffering, le tampon. Les données sont souvent stockées temporairement dans des tampons, le buffer à la fois du côté émetteur et du récepteur. Ils mettent des données au niveau tampon. Temporairement, les données sont là stockées, le temps que l'émetteur puisse aussi essayer de traiter d'abord les demandes. C'est comme si vous allez quelque part, on va vous demander, mettez vos rangs. Et là, vous venez une à une personne par une personne. Mais tout le monde ne peut pas venir demander en même temps des informations à une seule personne. Cela ne va pas se passer bien. Et donc l'autre là, celui qui est censé donner les réponses ne pourra absolument faire. Il ne pourra rien faire. Lorsque par exemple une personne entre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter sa demande, il l'écoute. Là, c'est-à-dire que on vient par exemple dans un bureau où par exemple vous avez des entretiens à faire, ok? Vous êtes 10 personnes, l'autre entre, il va aller parler avec le récepteur. Vous êtes l'émetteur, vous venez et le récepteur il va vous écouter, il va vous poser des questions, vous allez parler, il va vous écouter. Et lorsque vous allez sortir, il va envoyer maintenant l'accusé de réception. On peut dire que le suivant maintenant. Le suivant, il peut entrer. Et c'est ça qu'on appelle le acknowledgement. C'est-à-dire le ACK. Là, l'émetteur maintenant attend généralement un accusé de réception du récepteur après avoir envoyé un certain nombre de données. Ok? Lorsque l'autre entre, il dit que maintenant c'est bon, une autre personne peut maintenant entrer. Là, l'émetteur maintenant, il va attendre que le récepteur fait un accusé de réception.
Est-ce que vous voyez? On parlera aussi de fenêtre de transmission. C'est d'essayer toujours de faire la comparaison avec la vie réelle. Cela va vous éviter, ça va vous permettre de comprendre très facilement en fait. Il y a encore ce qu'on appelle la fenêtre de transmission. Donc, ce sont des protocoles de transmission comme par exemple le TCP utilise une technique appelée fenêtre de transmission pour mettre en œuvre le contrôle de flux de manière plus sophistiquée. Ok? Je viendrai sur une autre vidéo pour vous parler quelle est la différence entre TCP et UDP. Je ne vais pas entrer dans ça actuellement parce que sinon on risque de sortir du cadre de notre sujet. Donc la fenêtre de transmission définit la quantité de données que l'émetteur peut envoyer avant de devoir attendre une confirmation du récepteur. J'espère que vous comprenez. Je suis là pour que vous puissiez comprendre et que voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, d'écrire dans les commentaires. Je prendrai mon temps pour vous répondre aussi. On parlera aussi de la réaction dynamique, c'est-à-dire le contrôle de flux peut être aussi actif, c'est-à-dire réactif, et ajuster la vitesse de transmission en temps réel. Si on peut résumer, c'est-à-dire que le contrôle de flux, lui, il garantit la communication fluide et efficace en ajustant la vitesse d'envoi de données en fonction des capacités du récepteur. Quand la demande elle est supérieure à l'offre, qu'est-ce que ça va se faire? Ça sera une pénurie. Donc l'autre ne pourra pas, le récepteur ne pourra pas traiter les demandes. C'est ce qui va nous éviter, quoi? La congestion du réseau et la perte des données. C'est bon? J'espère bien, hein? Ok, en tout cas, de mon côté, ça va très bien, alhamdoulilah. Le contrôle d'erreur, ok? Qu'est-ce qu'elle va faire? Lui, elle assure la fiabilité de la transmission en détectant et en corrigeant les erreurs qui pourraient survenir pendant le transfert de données. Donc ça encore, c'est la couche transport qui est chargée de faire ça, de gérer ça. Ce sont des mécanismes tels que les numéros de séquence. On avait parlé derrière sur une autre vidéo. C'est quoi les numéros de séquence et les accusés de réception sont utilisés pour garantir l'intégrité des données. Cela veut dire que lorsque vous avez une donnée à envoyer, il a envoyé une partie et l'autre partie ne part pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y aura des pertes de données, il y aura des erreurs. Donc, à la fin, les données ne pourront pas être lues par le récepteur. Le contrôle d'erreur, donc, est une fonction clé de la couche transport dans le modèle OSI. Comprenez très bien. Visant à garantir que les données transférées, ce que je vous ai dit, ok, entre un émetteur et un récepteur sont transmises de manière fiable et sans altération. La modification des données. Altération. L'objectif principal du contrôle est de détecter et dans la mesure du possible de corriger les erreurs qui peuvent survenir pendant la transmission de données sur un réseau. Comme je vous ai parlé, excusez, je suis allé un peu plus vite. On parlera de la séquence, le numéro de séquence. Ça, c'est l'émetteur qui attribue un numéro de séquence unique à chaque paquet. Revenez sur le cours passé. Vous allez bien comprendre comment on a parlé de ça. Il va faire un checksum, c'est-à-dire la somme des contrôles. Il va voir que, c'est-à-dire avant l'envoi, l'émetteur calcule une somme de calculs pour chaque paquet de données. Donc, c'est cette somme de contrôle est généralement un petit ensemble de bits résultant d'une opération mathématique sur les données. Si vous avez par exemple le nombre de paquets, on vous dit que il y a 10 paquets qui doivent être envoyés pour un paquet donné, et là au niveau des réceptions, il faut que il va comprendre que est-ce que les 10 sont arrivés à destination. Si les valeurs sont différentes, cela indique une altération potentielle des données. Il faut que 10 soit égal à 10 en fait. Le récepteur aussi, il fera les mêmes calculs. Hein. C'est ce qu'il va faire, les mêmes calculs sur les données reçues. Et compare le résultat avec le checksum reçu. Si les valeurs sont différentes, cela indique qu'il y a une
altération de données. Et l'accusé de réception, donc toujours, c'est l'émetteur attend toujours un accusé de réception de la part du récepteur. C'est comme si vous recevez un mail. On vous envoie un mail, vous accusez réception du mail que vous avez reçu le mail. C'est ça, l'accusé de réception. Si l'émetteur ne reçoit pas d'accusé de réception dans un délai spécifique, il suppose que le paquet a été perdu et le renvoie encore. C'est comme ça qu'il va le faire. On parlera même de ce qu'on appelle de requête de répétition, l'ordre automatique répète. Donc maintenant, en cas de détection d'une erreur, le récepteur peut envoyer une requête de répétition, c'est-à-dire demande de renvoi à l'émetteur pour lui demander de renvoyer les données. Ce processus est souvent géré automatiquement par les protocoles de transport. C'est pour cela que je vous dis que je vous ferai un cours complet sur le rôle surtout de TCP et de UDP. Donc, en résumé, le contrôle d'erreur dans la couche transport vise à assurer la fiabilité de la transmission des données en détectant et en corrigeant les erreurs. Lorsqu'il détecte, il va encore essayer de les corriger. Les erreurs potentielles. Cela contribue à garantir que les informations reçues sont conformes à celles qui ont été envoyées. C'est ça son rôle. Donc ça, c'est au niveau du contrôle d'erreur qui va gérer ça. Vous avez vu que chaque couche a vraiment un rôle à jouer. Mais comprenez que tout ça, ça se gère, comme je vous l'ai dit tantôt, de manière automatique. De manière automatique. C'est même pas l'administrateur système ou l'administrateur réseau là ne saura même pas que il y a des paquets qui sont en train de se perdre, hein. Sauf si on remarque que vraiment que les données, les data ne passent plus. Ok? Le multiplexage. Qu'est-ce que cela veut dire? Il prend en charge le multiplexage, c'est-à-dire la couche transport prend en charge le multiplexage qui permet à plusieurs applications de partager la même liaison de communication. You understand? Elle utilise des ports pour identifier les différentes applications sur un seul appareil. Plusieurs ports. C'est une technique qui permet de combiner, retenez bien que, de combiner plusieurs flux de données sur une seule ligne de transmission. C'est ça qu'on appelle le multiplexage. Aujourd'hui, sans le multiplexage, il serait très difficile de faire communiquer vraiment des applications sur les différents protocoles aussi. Donc, il optimise l'utilisation des ressources du réseau en partageant efficacement la bande passante disponible. La bande passante disponible. Ok? Il y aura l'identification unique, l'hiérarchie des adresses, l'hiérarchie physique et logique. Ainsi de suite, le protocole de communication. Il y a les ports au niveau des applications. Il y a aussi le routage. Donc, l'adressage est un concept essentiel. Attention. Voilà, c'est ça. Ok. J'avais sauté, donc c'était pas arrivé au niveau de ça. Donc, c'est ça que vous voyez ici à ce niveau-là. Ok? Voilà, donc ici, l'adressage, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, chaque application sur un système final est identifiée par un port. Donc, la couche transport utilise ces ports pour diriger les données vers l'application appropriée sur la machine de destination. Il y a maintenant aussi l'établissement des sessions. Donc, l'établissement des sessions est la libération, c'est-à-dire que lorsqu'une communication est initiée, la couche transport établit une connexion, gère les transferts des données et assure la libération correcte de la connexion une fois la communication est terminée. Donc, cela veut dire que l'établissement, c'est lui qui gère la libération des connexions dans la couche transport. Aussi, impliquant la mise en place, le suivi
et la fin ordonnée d'une communication entre deux entités. Cela inclut la négociation initiale. Ok? La négociation initiale des données échangées et la fermeture appropriée de la connexion après transmission de données. C'est ce processus qui garantit une communication fiable et structurée entre les appareils du réseau. Donc, si je peux résumer, on peut dire que la couche transport est essentielle. La couche transport est essentielle pour garantir une communication fiable. Il est aussi efficace et sécurisé entre les applications sur des systèmes finaux, distincts au sein d'un réseau informatique. Donc, comme je vous ai dit, on parlera des protocoles de transport tels que le TCP, Transmission Control Protocol, et le UDP, User Datagram Protocol, qui sont largement utilisés pour implémenter des fonctionnalités carrément dans la pratique. Vous avez vu que si vous ne comprenez pas d'abord la théorie, vous ne saurez pas comment faire de la pratique. Ok? Et ainsi s'achève notre cours sur la couche transport. Et j'espère bien que vous avez quand même compris un tout petit peu. Si tel est le cas, je vous invite à s'abonner, à partager aussi les vidéos pour soutenir notre chaîne. Parce que c'est avec vos soutiens que nous allons ensemble grandir et faire évoluer notre communauté d'AD Academy. Notre objectif, c'est que nous ayons une génération qui maîtrisera parfaitement l'outil informatique, la nouvelle technologie. D'ici là, je vous dis au revoir et portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye.